Présentez-vous et vous aussi. Voilà. Donc bienvenue aux participants de l'atelier négociation salariale du matin. Donc en fait, c'est animé par Véronique Bachira. Moi, je m'appelle Déborah Egliti, je suis doctorante en physico-chimie à l'ISR à Rennes. Et je suis accompagnée de Marie Peigne, qui est co-host avec moi pour cet atelier et qui elle aussi est doctorante en chimie à l'ISCR à Rennes. Donc en gros, je vais vous expliquer le déroulement de l'atelier. Donc, tout d'abord, Véronique va nous faire une présentation, donc ça se déroule, etc. Il y aura un système de questions-sondage. Donc, en fait, souvent, le sondage sera lancé avant la présentation, si j'ai bien compris. Et après, elle fera une présentation par rapport au sondage et aux réponses. Et ensuite, il y aura des questions que vous aurez mis dans l'onglet Q&R, parce qu'il y a un système de vote là-dedans. Ça veut dire que vous pouvez mettre un pouce et voter pour la question qui vous semble la plus pertinente pour qu'on puisse aussi savoir quelle est la question intéressante. Pas besoin d'avoir des duplicata de questions, enfin voilà, qui semblent intéressantes et que vous voulez traiter. Ensuite, il y a le chat à côté. Là, c'est pour discuter. Donc, on ne regardera pas les questions qui sont données dans le chat. La présentation se fait en 3 chapitres. Il y a des problèmes de son. Oui, vous avez des problèmes de son. Je vais commencer de mon côté. Je pense que le son est meilleur au vu de ce que les étudiants, enfin les doctorants ont dit. Il n'y avait pas de souci. D'accord. Dans ce cas-là, je vous laisse vous introduire si vous préférez. Si j'ai un problème de connexion, j'en suis vraiment désolée. Non, là, ça a l'air d'aller. C'est mieux comme ça? Oui, ça va. Ok. J'espère que vous avez bien compris les questions-réponses d'un côté. Donc, posez vos questions de l'autre côté, le chat. Ce n'est pas pareil. Donc ensuite, il faut bien sélectionner, envoyer à tous les conférenciers et tous les participants. Sinon, en fait, les gens ne peuvent pas avoir vos questions. On ne pourra peut-être pas voir vos questions. Donc, bien sélectionner ça. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Et au pire, vous pouvez toujours poser des questions en parallèle s'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Et oui, il y a un système pour lever la main si vous voulez poser une question. Mais normalement, vu que vous êtes beaucoup, ça va être très compliqué de voir ça. Donc, je préférais que vous disiez dans le chat ce que vous voulez poser comme question parce qu'il y a aussi Marie qui regarde en parallèle avec moi. Donc là, je vais introduire Véronique pour expliquer à peu près son parcours et pourquoi elle nous fait cet atelier. Donc, en fait, Véronique est recrutement et chasseuse de tête de dirigeants, donc au service de grands groupes de l'univers de la grande consommation et du luxe. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Le travail consiste à faciliter et à accélérer l'insertion et la reconversion professionnelle auprès de différents publics, que ce soit jeunes diplômés ou des personnes un peu plus confirmées. Et maintenant, elle travaille régulièrement aussi avec, par exemple, l'École nationale supérieure de chimie, l'ISC Grandes Écoles Paris et d'autres organismes connus. Donc voilà, maintenant, je vous laisse la main, Véronique, pour commencer l'atelier. Bon, merci Déborah et merci Marie pour m'avoir invitée. Donc, c'est un plaisir en fait de passer cette heure ensemble. J'ai construit cet atelier pour vous sensibiliser à cet exercice de négociation salariale. Alors, il est important, vous le verrez, de prendre un bon départ. Donc, je vous présente le programme de l'atelier, 3 parties. Pourquoi il est important de négocier ? Le salaire, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi une discrimination. Quelles sont les composantes de salaire et quelles sont vos marges de manœuvre quand on rentre pour un nouveau poste? Ensuite, en 3 étapes également, comment se préparer? Définir un prix de marché, quel est votre prix, votre valeur ajoutée, et ensuite, comment conduire l'entretien. Pourquoi est-il important de négocier ? Le salaire, c'est quand même le nerf de la guerre. Il ne faut pas se dire je prends ce qu'on me donne. C'est quand même le salaire, ça nous permet de vivre. Donc, je vais vous lancer un premier sondage qui est, qui est celui-ci. Ouvrir le vote. On va aller vite, c'est juste un peu pour avoir votre retour, pour connaître votre position sur ces sujets-là et savoir sur quoi je dois ensuite insister. Et en
Alors, ce que je vais faire, c'est assez marrant. Je vais mettre fin aux notes, peu importe. Vous voyez, vous avez participé à 100%, 80%. C'est très bien. Partageons les résultats. Donc, vous êtes la négociation à l'embauche, oui à 100%. Vous y croyez tous. Par contre, est-ce que votre employeur peut changer d'avis si je commence à négocier? Oui à 80%. Et là, je vous donnerai ma position de recruteur. Donc, merci de cette première participation et on va voir justement qu'est-ce qu'il en est. Alors, le salaire, je vous disais pourquoi, c'est quand même une reconnaissance vis-à-vis de vous-même, c'est un retour sur investissement. Je veux dire, vous êtes à 8 ans d'études. C'est aussi le salaire, c'est un marqueur de responsabilité. Si à un moment donné le salaire est trop bas, c'est que probablement ce n'est pas un salaire qui correspond à votre potentiel. C'est aussi important vis-à-vis des autres. Partir à un bon niveau, ça a un impact positif à long terme. Mon objectif, il n'est pas de vous rendre négociateur, pas du tout. Mon objectif, il est de faire en sorte que vous commenciez dans votre vie active au bon niveau, c'est-à-dire au niveau d'un doctorant, avec la rareté que peut représenter les doctorants. Donc, l'idée, c'est de dire, si je vais prendre un index 100, je voudrais que vous commenciez à tous à l'index 100 qui correspond à un prix de marché d'un doctorant. Il y en a qui vont commencer à 100, mais il y en a qui vont commencer à 90 ou 95. Et sachez que si vous commencez à 90 ou à 95, récupérer, il va vous falloir des années. Vous commencez à 100, au bout de 3 ans, vous allez être augmenté, 103, 104. Celui qui commence à 90 à compétences égales, au bout de 3 ans, il va être augmenté à 93. Et puis ensuite, et en fait, ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous ne récupérez pas le retard du début. C'est comme si je vous demande de faire une course et que vous partiez au sous-sol, voire au moins 2, plutôt que de partir du rez-de-chaussée. Donc, il faut réaliser que l'impact, c'est vraiment sur du long terme. Si, je vous ai dit, le salaire, c'est une source de reconnaissance, responsabilité, retour sur investissement par rapport à vos 8 années d'études, c'est aussi une source de discrimination. Accenture, c'est un très grand cabinet mondial, a fait une étude. 60% des professionnels français interrogés ont demandé ou négocié une augmentation. Dans ces 60%, en fait, il y avait 72% d'hommes et que 44% de femmes. Les résultats sont 80% ont obtenu satisfaction. D'accord? Et là, sans distinction, je vois une sorte de discrimination, en fait, mais qui est une autodiscrimination. Si on n'ose pas demander, on n'a pas. Donc, vous voyez, Terra Femina dit la même chose, c'est un site, c'est pour les jeunes filles, en disant, effectivement, les femmes négocient autant que les hommes, par contre, elles le font que s'il y a vraiment écrit salaire négociable. Mais d'un autre côté, restez avec moi, jeune homme, dans le sens où on apprend sur Région Job que 50% des garçons ont négocié leur salaire à l'embauche pour seulement 20% des jeunes filles. Donc, vous voyez, et le deuxième chiffre qui fait mal aussi, 15% d'écart entre les prétentions des hommes et les présentations des femmes. La jeune fille va se dire, il faut que je fasse mon expérience avant de pouvoir négocier. Le jeune homme peut se dire, j'ai quand même 8 ans d'études et certainement je sais faire. Donc en fait, ça vaut autant pour les hommes que pour les jeunes filles, mais avec un petit peu plus d'accélérateur pour les jeunes filles. Attention, aujourd'hui, il faut qu'on ait de plus en plus sur des salaires personnels et il faut qu'on demande son salaire et qu'on veille à rentrer à un bon niveau. Pourquoi? Parce que les disparités, comme on l'a vu à travers les augmentations, sont croissantes plutôt qu'aller en s'amenuisant. Vous avez vu, une augmentation sur une base plus faible, ça sera toujours plus faible. Et ainsi, je change de poste, on vous demande quel est votre salaire précédent, il était petit, du coup, je vais faire une proposition, mais sur un salaire qui est plus faible. Pourquoi il est important de négocier? Parce qu'en fait, on obtient beaucoup plus facilement ce que l'on demande que ce que l'on mérite. Ça, c'est comme ça, il faut le savoir. Si vous ne demandez pas ce que vous avez envie, d'autres le feront à votre place. Si vous ne demandez pas, vous ne connaîtrez jamais la réponse.
Sautez le pas, osez demander, ça peut faire gagner beaucoup de temps, on l'a vu, plusieurs années, et beaucoup de stress. Le salaire, on l'a vu, c'est une reconnaissance. Voilà les éléments importants qui disent pourquoi négocier. Alors, je vais passer très vite là-dessus. Le package salarial, il y a différentes composantes. Ce n'est pas qu'une somme, vous pouvez avoir un fixe, voilà. Mais vous pouvez aussi avoir du variable. Et surtout, dans des entreprises privées, de plus en plus aujourd'hui, le salaire se variabilise. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'épargne salariale, c'est-à-dire l'intéressement et participation. En entretien, on ne raisonne qu'en brut. Le recruteur parle toujours en brut. Donc, si vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui rentre dans votre compte en banque, eh ben, il faut que tous vos objectifs, vous les construisiez en brut, plutôt que de devoir systématiquement jongler le poids des charges sociales et j'augmente. Donc, on se fixe un objectif en brut. Alors, pourquoi je vous dis il existe différents niveaux de salaire? Parce que chaque société a des politiques salariales différentes en fonction de son secteur, en fonction de sa taille, en fonction de ses objectifs, en fonction de sa politique RH. Vous avez une société A qui peut avoir du fixe et du variable. Vous avez une société B, fixe, variable, et un intéressement et participation qui est grosso modo de 10%. L'intéressement et participation, ce sont des formules de calcul qui s'appliquent sur le profit de l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise soit profitable. Et la société A qui n'en donne pas, elle est peut-être très profitable, mais c'est peut-être une filiale d'un grand groupe. Et l'optimisation fiscale fait que les chiffres, l'intéressement, enfin, les résultats, les profits ne sont pas faits dans la filiale. La société C, par exemple des sociétés de type de grande consommation, type de luxe, les parfums ou même les alcools et tous ces éléments-là, vous avez un fixe, un variable et vous avez un intéressement participation qui peut être quasiment de 25% de votre salaire, sachant que sur l'intéressement et participation, on ne paye pas d'impôt, c'est défiscalisé. La société D, peut-être que vous rencontrerez aussi ce type de société, vous, où vous n'avez pas de variable, suivant les postes auxquels vous aurez droit, mais vous avez aussi un intéressement et participation. Donc, il est important de connaître la politique et les composantes d'un salaire. Alors, vous me disiez, est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Je vous donne juste un exemple, même si ce n'est pas votre grille. Je vous donne un exemple comment fonctionne une grille salariale dans une entreprise pour vous montrer que vous pouvez avoir des marges de manœuvre. Vous êtes école d'ingénieur, université, alors là, je suis plutôt sur master, mais peu importe, de cercle 1. On tient compte de l'expérience pour définir un salaire. Donc, moins d'1 an, 1 an à 2 ans, 2 ans à 3 ans. Ensuite, vous avez une fourchette, un point A, un point bas, un point médian, un point haut. Si je regarde cette grille sur quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience dans une entreprise, ce n'est pas une grille comme tout le monde dans le monde du travail, dans cette entreprise, avec 2-3 ans d'expérience, au plus bas, vous rentrez à 40 000 €. Au maximum, vous rentrez à 49 000 €. J'ai 9 000 € d'écart par rapport au même niveau de formation, cercle 1, et par rapport au même niveau d'expérience, 40-49. Donc, vous voyez, ça, c'est quasiment votre marge de négociation. Si je prends juste un autre exemple, après, bien sûr, chaque entreprise, mais pour vous dire, souvent on se dit, et vous me l'avez dit, vous avez bien répondu, le salaire est négociable. Oui, vous en avez l'exemple ici. Autre exemple, vous voudriez travailler dans le conseil, bon, on va dire 3 ans d'expérience, consultant, eux disent, ils ne font pas point A, point B, ils disent entre 40 et 45. Mais au niveau de la comptabilité, on dit, il y en a qui sont à 40 et il y en a qui sont à 56. Ce n'est pas que vous avez un tel écart, c'est-à-dire que là, vous avez aussi un écart qui est lié à des années d'expérience, d'accord? Mais là aussi, je trouve un écart. Donc, celui qui pense que grille veut dire pas de négo, c'est impossible. Je m'arrête avant maintenant de commencer en fait la deuxième partie qui est comment préparer votre entretien de négociation salariale. Je vais vous donner la parole, entre guillemets, et je réponds à toutes les questions qui sont possibles. Peut-être qu'il y en a une à laquelle je n'ai pas répondu. C'est que vous m'avez dit tous,
Oui, on peut négocier, c'était parfait. Je vous l'ai prouvé à travers des grilles. Il y en a une, vous m'avez dit, oui, le recruteur peut changer d'avis. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai fait 12 ans de chasse de tête. Quand je passe un temps fou à trouver un candidat et quand je commence à négocier le salaire et à faire la proposition salariale, il y a eu derrière probablement 4, 5, 6 entretiens. Et en plus, j'ai choisi ce candidat. Si je l'ai choisi, c'est que je suis convaincue que c'est le meilleur qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de sélections en amont, dans le cadre de l'entretien, tout le temps qu'il a pu voir de toutes mes équipes. Au final, je le choisis et on va un peu négocier. Mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de changer? Est-ce que je vais prendre le risque de perdre du temps? D'autant plus que je vais vous donner les éléments, vous verrez que la négo, ce n'est en aucun cas un bras de fer, c'est tout simplement de la coopération, du partenariat, et ça se fait d'une façon très soft. Déborah, je vous laisse me donner les questions. Okay. Alors, est-ce qu'on m'entend de nouveau ou pas? Oui. Ok, c'est bon. Alors, nous avons 2 questions ouvertes. La première, c'est: ces grilles sont-elles confidentielles? Comment avoir une idée de votre domaine? Et il y a 2 remarques dessus d'un participant qui dit: votre école fait probablement des rapports d'insertion professionnelle et beaucoup d'entreprises font des rapports sur les salaires du domaine également. Donc, que répondez-vous à ça, s'il vous plaît? Alors, les grilles sont strictement confidentielles, d'accord? Je pense que dans les 2 grilles que je vous ai présentées, des doctorants peuvent entrer dans ces entreprises. Maintenant, ça c'est une évidence, je ne vais pas pouvoir vous les communiquer. Chaque entreprise a sa grille et effectivement, elle ne va pas participer, elle ne va pas vous en parler. Maintenant, on va regarder dans la préparation de l'entretien comment vous allez pouvoir définir votre prix de marché, c'est-à-dire à travers quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour définir votre objectif de salaire. Donc, ce qui veut dire que sensiblement, la réponse à cette question, c'est la prochaine slide. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, alors la deuxième question, après il y en aura une troisième. Donc la deuxième, c'est: qu'est-ce le variable? Alors, le variable, je ne suis pas trop rentrée dans ces éléments-là. Donc, le fixe, c'est clair. Le variable, c'est en fait des indicateurs de mesure de performance. Généralement, vous pouvez avoir un variable qui porte sur votre poste ou qui porte sur votre équipe ou qui porte sur une équipe projet. On va donner en début des objectifs. On a un objectif d'atteindre tel niveau à tel moment. Et si ensuite, alors vous pouvez avoir des objectifs quantitatifs, vous pouvez avoir des objectifs qualitatifs. En fin de période, ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être un projet à 5 ans. Il y a des entreprises qui fixent des variables à 3 ans, de façon à ce que les salariés soient tenus aussi par un petit peu l'appât du gain, c'est-à-dire cette grosse prime qui peut arriver. Donc voilà, c'est tout simplement un indicateur de la performance personnelle ou au sein d'une équipe. Ça peut aller, suivant les métiers, sur des salaires. Enfin, sensiblement, plus vous montez en responsabilité, plus la part de variable est assez forte. Autre élément. Donc ensuite, dernière question ouverte. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Ok, donc il y en a d'autres qui arrivent. Donc autre question ouverte. Dans des secteurs plus concurrentiels, n'y a-t-il pas un risque que le recruteur sélectionne finalement un autre candidat? Non, aucun. Je vous donne un cas, c'était un peu votre doute, puisque vous m'avez dit quasiment à 80% que le candidat, l'entreprise pouvait changer. Moi, je suis chasseur. Généralement, on va chasser, quand on chasse, je présente 3 candidats. Ensuite, il va y avoir la shortlist, il y en a 2. Ça m'arrive, souvent j'exagère, mais bon, on propose le poste, le candidat a été retenu, l'entreprise l'a choisi. Ensuite, là, je suis plutôt dans un univers concurrentiel. L'entreprise a choisi le candidat.
il s'avère que le candidat va démissionner, puisque moi, en fait, je fais de la chasse, donc je débauche. Le candidat démissionne, l'entreprise le retient. On lui disait, mais non, tu ne peux pas démissionner, ce n'est pas possible, tu vois bien qu'on avait un projet, si c'est une question de salaire, on peut revoir ça, si c'est une question de promotion, tu sais bien que tu étais en ligne pour passer à un poste au-delà. Et en fait, voilà, le candidat est retenu par son entreprise. Donc, je vais voir mon client en lui disant, bah, je suis désolé, voilà, il n'est plus en liste, son entreprise l'a retenu. Vous pensez que, et ça c'est mon historique, hein, que l'entreprise dit, bah, c'est pas grave, on va prendre le second. Pas du tout. L'entreprise dit, refaites une chasse et gardez. Ah mince. Donc là, on a un problème de connexion apparemment de Véronique. Activé. Moi, j'y suis là. Ah, c'est bon, vous êtes revenu. OK, parce qu'il y a eu un petit bug. J'ai vu un petit coup. Donc, l'entreprise me dit, refaites une chasse et gardez-moi au chaud le deuxième. Une fois qu'on a choisi un candidat, et quand c'est celui qu'on a choisi, on a tendance quand même à s'y accrocher. Parce que quand on l'a choisi, on s'est dit, c'est parce qu'il est capable de faire ce job-là et c'est parce que c'est lui le meilleur de tout ce que j'ai vu. Et on n'aime pas trop être obligé, vous voyez, aller prendre le second. Ce n'est pas celui que j'ai choisi, mais alors, si c'est juste pour une question de salaire, on verra, sauf si vous êtes effectivement totalement inconscient du prix de marché. Ça va m'amener à parler de ce fameux prix de marché. Alors, petit quiz, petit sondage que je vais lancer rapidement. Alors, est-ce que le salaire doit dépendre de l'expérience ou le salaire, pardon, hein, je dois retrouver là-haut, j'arrive pas, pardon, juste à passer. Et du coup, il y avait d'autres questions. Est-ce que vous passez au chapitre suivant, Véronique, ou Je vais, mais allez-y. Donc là, nous avons, donc là, je m'ai terminé à cette question. Donc nous avons deux autres questions qui ont été ouvertes. Donc là, nous avons une question qui demande votre réponse sur l'épargne salariale, concernant l'épargne salariale. Alors, l'épargne salariale, c'était sciemment que je n'ai pas non plus trop travaillé sur ces éléments parce que vous pouvez trouver énormément de choses sur Internet. L'épargne salariale, c'est une formule de calcul qui définit en fait la partie de ce qu'on peut… comment vous dire, en fait, c'est le calcul sur le résultat de l'entreprise, la profitabilité. Donc, voilà, il y a deux choses dans l'épargne salariale. Il y a ce qu'on appelle l'intéressement, et ça, c'est la société qui décide de motiver ses salariés à travers une prime de fin d'année qui est liée au résultat. Donc, chaque entreprise peut décider de créer un intéressement ou pas. Et ensuite, il y a la participation. Le principe est le même, c'est sur la profitabilité, mais là, c'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, normalement, c'est lié au profit de l'entreprise. Normalement, quelquefois même, les entreprises vont vous dire c'est un variable garanti. Mais en fait, dans ces périodes un peu complexes que nous vivons, c'est pas garanti. Certes, la profitabilité de l'entreprise, généralement, elle n'est pas en dents de scie. Mais aujourd'hui, où vous êtes dans le pétrole et puis tout d'un coup, le prix du brut, il a tellement baissé que Total, il ne va pas sortir les résultats escomptés et il y aura un accident dans l'intéressement et participation. Et il est possible qu'une année, vous ayez eu 20% et puis qu'une année, il n'y ait rien. C'est un peu le risque, c'est un peu le propre d'un variable, c'est-à-dire, ce n'est pas garanti. Allons-y. Donc, dernière question, et après, nous pouvons peut-être passer à la suite. Ouais. Alors, dernière question d'Adrien. Donc, comment est-ce qu'on débute la négociation salariale? Est-ce qu'on dit tout de suite un peu de small talk d'abord? Quelle stratégie conseilleriez-vous pour la négociation? Comment se comporter si l'entreprise refuse le salaire? Alors, Adrien, je vais aborder ce sujet en troisième partie, c'est-à-dire je vais vous dire comment vous allez mener le sujet, comment vous allez vous en sortir. Donc ça, on va le voir. Pas de souci, vous aurez tous les éléments. J'attaque la deuxième partie. J'ai un petit souci, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à aller chercher mon sondage, mais ce n'est pas grave. Nous, on peut le mettre sinon.
Mais alors, mettez-le, le deuxième. Je n'arrive pas à la voir là. Non, Voilà, mais deux voilà, c'est bon. sondages. Ouais, Ok, donc là, c'est allez-y. bon. Ouais. Il y a une question qui va être plus épineuse que l'autre. D'abord parce que je vois les résultats. Vous êtes à 80-100% hein, sensiblement à dire oui, l'expérience dépend des compétences. Enfin, le salaire dépend de l'expérience et des compétences. Alors, je négocie ce que je veux et ce que je vaux. Là, c'est un petit peu partagé, mais grosso modo, on va dire un 70-30. D'accord? Donc, je vais arrêter et on va voir. Je partage les résultats, vous les voyez. Et donc là, on va avancer sur ce sujet-là. Alors, la clé du succès pour votre négo, elle est dans la préparation, elle est dans la construction de votre discours de preuve, c'est-à-dire démontrer vos compétences. Vous m'avez dit tous que le salaire est lié aux compétences. Oui, Véronique, désolée d'interrompre ce que vous dites, mais on voit plus le diaporama apparemment. Enfin, même pas apparemment, mais moi je le vois. Est-ce que vous pourriez repartager votre diapo? D'accord. Alors, je repars. Hein. C'est peut-être pour ça. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Ça marche. Excusez-moi. Ah ben voilà, il y avait quelque chose qui buguait parce que je n'arrivais pas à lancer le sondage et maintenant je le vois. Donc, c'est quand on s'est déconnecté, en fait, il y a eu cette micro-coupure qui fait que j'étais plus. Donc, la clé du succès de votre négo, elle est dans votre préparation. Le premier point de base et qui est vraiment indispensable, c'est que vous définissiez quel est votre objectif, d'abord, avant même de parler d'objectif, quelle est votre valeur sur le marché en tant que doctorant. Il n'y a pas une seule information. Je vais vous donner plein d'informations qui vont vous permettre d'aller chercher et de définir votre prix de marché. Sachez que rien que le fait de faire cet exercice va vous donner une confiance énorme. Alors, attention, soyons très clairs. Un salaire, c'est lié à un métier précisément, mais c'est aussi dépendant des secteurs. Il y a des secteurs qui payent mieux que d'autres. C'est aussi dépendant d'une région. Paris, les salaires sont plus élevés, grosso modo de 10 ou 12% par rapport à la province. Ça dépend aussi de la taille des entreprises. Vous travaillez dans une multinationale, les salaires seront différents par rapport à une start-up. Même si je ne parle pas de start-up, ça va être aussi totalement différent par rapport à une PME. Sachez-le, d'accord? Donc, quand vous allez faire votre enquête de prix, eh bien, il faudra que vous teniez compte entre guillemets, de la taille, de la région et dans quel secteur vous êtes. Donc, ce qui veut dire que votre étude de marché, si vous voulez, eh ben, c'est une étude qui est assez ciblée. Alors, où est-ce qu'on va chercher des infos? Dans vos collègues, vos amis, dans tout votre cercle. Quelquefois, certains vous diront, écoute, je ne suis pas à l'aise de parler de salaire. Demandez-leur, dans ce cas-là, de parler d'une fourchette. Pas trop large non plus, et d'une fourchette. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas connaître leur salaire, c'est évaluer votre valeur sur le marché. Ensuite, vous pouvez faire des benchmarks internes auprès de là où vous avez fait votre doctorat. Alors, j'ai mis stage, alternance, doctorat. Ensuite, tout le réseau de l'école. L'école, chaque année, fait des études de remontée d'insertion professionnelle, les salaires des anciens à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Ensuite, vous avez des conventions collectives. Ça, c'est côté entreprise, d'accord? Quels sont les minima? Ensuite, il y a des études de rémunération sur Internet. Il y a tous les gros cabinets de recrutement, Hayes, Robert Half, Robert Walter, Page, Expectra. Il y en a peut-être même des plus spécialisés par rapport à votre cœur de métier. Et là, ils font des études de salaire chaque année. Ensuite, vous avez l'ONICEP, la PEC ou également, il y a des fiches métiers où vous avez des éléments de salaire. Ensuite, il y a des applications comme Glassdoor, Chosen My Company,
où vous avez des avis sur les sociétés, sur les salaires, sur les entretiens, comment se passe un processus de recrutement, quel est le climat dans l'entreprise. Ensuite, vous avez des simulateurs de salaire, APEC, émolument.com, challenge.fr, lejustesalaire.com. J'en ai mis plusieurs. Regardez ceux qui sont les plus appropriés à votre métier spécifique. Et ensuite, bien évidemment, il y a toutes les offres de postes comparables. Donc voilà tout un élément qui fait que une fois que vous êtes, là il y a un petit truc, c'est pas grave, une fois que vous avez fait ce travail en amont, j'appelle ça un vrai travail d'étude de marché, vous allez définir votre objectif. L'objectif, il se fait en 2 temps. Le premier, une fourchette étroite, dont le bas de la fourchette correspond à votre objectif. Grosso modo, je ne sais pas, ça dépend, je ne peux pas vous dire, mais on va dire 45, 48 ou 50, 53. Enfin, voilà, à peu près. Mais aussi, en même temps, vous allez vous définir un seuil plancher. À ce prix-là, je refuse. C'est tellement plus facile de le faire en amont que quand vous êtes face au poste. C'est tellement facile de l'avoir fait en amont et quand vous êtes en situation de pouvoir dire « je suis désolé, ça c'est un seuil, je ne peux pas accepter à ce poste-là ». Alors que quand vous êtes dans la situation, que vous avez le job qui vous intéresse et que le salaire est bas et que probablement vous vous dites que pour commencer, ça va peut-être aller et que peut-être après vous aurez plus, souvenez-vous, il va vous falloir des années pour récupérer. Donc, une fois que j'ai mon objectif, et ça c'est un premier point, moi j'ai accompagné un jeune homme qui n'était pas à l'aise dans la négo et il m'a dit, non, bon, il savait qu'il en avait besoin parce qu'il a demandé un accompagnement, mais il avait peur, c'était tout simple. Il revient vers moi et il me dit, il était un peu plus jeune que vous, on m'a proposé 40. Il me dit, 40 ça va, je pense que je vais accepter. Je lui dis, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que 40 c'est le prix de marché? Repars, fais-toi une étude, reviens vers moi et dis-moi à combien tu pourrais aspirer, fais ton enquête. Il revient et il me dit, bon, en fait, 44 serait plutôt un prix de marché. Je dis, bah alors, tu choisis. Soit tu acceptes 40, ça te correspond, soit tu vas au moins dire que ton objectif est à 44. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces 44 comme compétences? Rien que le fait d'avoir ça, ça lui donnait un peu plus de motivation, un peu plus de confiance pour négocier. Alors, mettre des compétences derrière une somme, comment on peut faire? C'est un travail d'auto-évaluation. Le premier, c'est le prix de marché. Le deuxième, est-ce que moi, je suis en ligne avec le marché? Est-ce que je suis même plus compétent que le marché? Est-ce que je suis en dessous du marché? Vous allez vous positionner. Retour sur expérience, et ben voilà, quels étaient vos critères d'évaluation dans vos stages, dans les 3 années de doctorat ou plus? Voilà, c'était quoi les critères, comment on jugeait de votre performance? Grille d'auto-évaluation. Alors voilà, en termes de technicité, d'autonomie, de recherche, de publication, de ci. L'enjeu, vous l'avez vu, c'est bien raconter, mettre en avant les compétences pour pouvoir derrière justifier le salaire élevé. Alors, dites-vous bien, voilà, ça c'est une notion qui est quand même importante de compétences transférables. Vous avez une compétence dans un univers, vous allez rentrer dans un autre univers. Ça ne veut pas dire que vous êtes junior dans cet autre univers. Il y a toutes les compétences que vous avez développées dans un métier qui vont être indispensables pour celles du métier B. Donc, imaginez pas, je ne connais pas le secteur, donc je ne peux rien prétendre. Non, c'est faux. Vous avez tout un savoir-faire, toute cette notion de compétence qui sera franchement utile pour le métier B. Dans ce cas-là, vous allez maintenant devoir définir ce que j'appelle votre plus-value. Mais attention, c'est une plus-value sous l'angle de la vision de l'entreprise visée, hein, puisqu'on est là dans une négo salariale, donc je suis plutôt dans le privé que dans le public. D'accord ? Donc, je sors de cette idée de publication. Je pense à quel est le besoin de l'entreprise, d'accord, qui potentiellement, ou quel type de poste j'aimerais avoir en entreprise privée. Alors, comment je vais analyser ma performance? Quelles sont les initiatives que j'ai prises dans cette entreprise? Une fois de ces 3 ans, c'est quelles traces j'ai laissées dans cette société, dans ce labo? C'était quoi un peu les traces?
ou quel bénéfice la société a pu tirer, société labo, de le job que j'ai fait. En quoi ça va lui être utile? Quelles sont les perspectives pour elle de ce que j'ai pu lui apporter? Quels sont les résultats de vos missions? Après, on va mettre aussi souvent votre opérationnalité immédiate. Vous savez que dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Alors, je sais que vous êtes dans la recherche, mais bon, là, on est sur dire, voilà, là, je vais passer dans une entreprise, je ne suis pas en recherche pure et dure. Eh bien, si vous avez déjà bossé sur un secteur, sur une problématique ou autre, vous avez une opérationnalité qui fait que l'entreprise se dit rapidement, il va pouvoir m'être utile. Je ne vais pas attendre un temps long avant qu'il y ait cette montée en compétences. Je vous ai mis un petit tableau. Ce que je veux vous dire, c'est que ce travail-là, il faut que vous le fassiez pour les différents stages en master. Moi, quand j'interviens par exemple à l'ENS, mais je suis épatée que de voir que dans certains stages en master, eh ben, vous avez réussi en étant étudiant sans beaucoup d'expérience à faire des choses qui sont très fortes pour l'entreprise. Qui m'a dit qu'il a retravaillé le système pour faire accroître, alors je ne suis pas experte dans votre partie, mais bon, pour développer un champignon au lieu que ce champignon grandisse ou se développe en X temps, il a réussi à trouver un truc qui fait que ça se développait en beaucoup moins de temps et que ça avait une conséquence majeure pour l'entreprise. Donc, vos stages de master, votre doctorat, mais également vos engagements associatifs. Ce que je vous ai proposé là, c'est de dire, quel que soit doctorat, stage, engagement, j'étais président, j'ai organisé un congrès, ou en tant que, regardez, le forum doctorant, Déborah, elle peut me mettre dans sa tête, voilà, l'organisation du forum, ce qu'elle a fait, les compétences acquises, elle a dû démarcher des entreprises, elle a peut-être dû organiser, planifier, réagir, elle a peut-être allé solliciter des grands pontes. Ben voilà tout ce qu'elle a fait, Déborah, sur l'organisation du forum. Après, dans votre doctorat, si c'est celui-ci, quelles sont les missions? Mais à côté, c'est quoi vos compétences? Quels sont les résultats? Alors, résultats, indépendamment des publications. Un résultat, il est certes, idéalement, il est lié à une publication, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, carrément, regardez, le non-résultat, ça vous apporte à quoi comme compétence? Paf, vous faites des expériences, ça ne donne rien. Quelle est la stratégie que vous avez développée face à cette difficulté? Dites-vous bien qu'en entreprise, on est toujours confronté à des difficultés. Et quand je demande à un candidat, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée? Ce n'est pas pour connaître sa vie, c'est juste pour savoir quelle est sa démarche intellectuelle face à un problème. Comment il le contourne, comment il le saute, comment il le traite. Et là, je me dis, effectivement, ça peut arriver qu'on rencontre la même difficulté, et ben ça me met en confiance de savoir comment il a géré ça. Donc ça, c'est, vous voyez, le point qui est majeur, c'est derrière une mission, mettre des compétences. Et ces compétences, elles sont transférables ou transversales, peu importe. Sensiblement, c'est la même chose, même s'il y a des petits écarts. Peu importe, d'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est tout votre job, toutes vos expériences, sortir toutes les compétences. Le deuxième point, c'est que chacun de vous est unique. Vous avez tous des atouts, ce que j'ai appelé atouts différenciants. Certains ont déjà des doubles diplômes ou un double profil. D'autres ont eu des expériences spécifiques à travers un financement CIFRE, déjà avec une recherche qui est plus peut-être plus opérationnelle, plus expérimentale. À vous de voir. Vous avez une certification, une expertise, peut-être en expérimentation, suivant le secteur où vous êtes, hein, des bonnes pratiques cliniques, une expérimentation animale, etc., etc. Ça dépend de tous les secteurs. Vous avez un niveau de langue remarquable. Peut-être que c'est comme ça, c'est la vie, puisque vous avez un parent qui est anglais et que ben voilà, vous parlez couramment anglais ou vous avez fait des études, même si c'est quelque chose qui est indispensable et qui vous différencie des autres. Donc, il faut savoir le mettre en avant. Bien évidemment, pourquoi je mets sous l'angle de vision de l'entreprise? Si vous me dites que vous parlez russe
et qu'en fait l'entreprise n'a rien à voir avec la Russie, eh ben, ce n'est pas un argument qu'elle va valoriser. Donc, il faut toujours avoir en tête la cible, c'est-à-dire l'entreprise visée. Après, ben, vous connaissez des techniques et des logiciels, une expertise dans un secteur. Ensuite, vous avez des expériences personnelles que vous pouvez traduire dans le langage entreprise. Exemple, le forum. À travers le forum, j'ai pu manager toute l'équipe d'intervenants. Je suis allée démarcher des grands pontes dans cet univers, ou tout simplement à travers vos engagements sur du développement durable. Ou enfin, il faut que tout soit à peu près d'un bon niveau. Hein. Je ne vais pas juste dire je parle anglais moyennement. Dans ce cas-là, on oublie tout ça. Hein. C'est tout ce qui vous différencie et qui vous rend unique, qu'il faudra mettre en avant. Alors, construire votre discours de preuve, comme je vous le disais, qu'est-ce qui peut intéresser l'entreprise? D'accord? Le prix, le salaire, c'est la conséquence c'est le fruit de votre expertise. Et vous me l'avez dit tous, oui, le salaire dépend tout simplement. Mais pour les démontrer, il faut que je comprenne le besoin de l'entreprise en face. Sinon, je vais lui parler de moi. Et puis, quand je lui parle de moi, elle verra ce qui peut l'intéresser. Non, non. En plus, là, je suis en négo salarial. Donc, il faut vraiment que je choisisse les points marquants. Pourquoi je vous ai demandé de faire un SWOT? Vous pouvez le faire. Vous prenez tout simplement votre feuille de papier. Après avoir fait l'exercice en amont, que je vous ai dit sur les compétences, eh bien, vous faites une petite synthèse de vous-même. C'est quoi mes points forts par rapport à cette société? Alors, pourquoi j'ai mis mes faiblesses? On n'est pas dans un entretien là, je suis en négo salarial. C'est tout simplement pour que vous ayez, c'est pour anticiper les objections. Si vous savez déjà que vous ne connaissez pas un secteur, peut-être que quand vous allez négocier, ils vont vous dire « Oui, mais monsieur, vous savez qu'en fait, vous avez… Je crois en vous, je crois en votre potentiel, mais j'ai quand même conscience que vous avez un point faible qui est que celui, vous ne connaissez pas ce secteur-là. » Il est important que vous l'ayez en tête, c'est juste pour ne pas vous faire déstabiliser. Non, je ne connais pas ce secteur, mais quand je suis rentrée ou quand j'ai fait tel stage ou par rapport à telle expérience, je suis arrivée tout novateur et cette vision nouvelle m'a permis de faire sortir un regard nouveau. Donc, vous voyez, vous êtes juste prêt au cas où. Donc, notez ce qui pourrait vous être reproché pour ne pas être déstabilisé ou pour anticiper une objection. Après, l'environnement, est-ce que c'est une offre exceptionnelle? Est-ce que c'est, en fait, est-ce que je dois accepter ou autre? Vous faites Ah oui, SWOT, c'est diagnostic, hein, voilà, mais vous connaissez mieux que moi. Là, j'arrête cette deuxième. Là, je vais pouvoir répondre à travers cette troisième partie à Adrien, je crois. Mais avant, je vous laisse la parole sur toute cette préparation de l'entretien. Est-ce que vous avez des questions? Déborah, je vous laisse prendre la parole. Et on est comment en temps? Ça va? Alors, ça va. Il reste à peu près un peu moins de 20 minutes. Il ne faut pas trop déborder car Parcours Inspirant commence à midi. Donc, on peut un tout petit peu déborder, mais pas trop car… Ah non, on n'aura pas besoin de déborder. Nickel, Après, ok. je répondrai aux questions, mais moi ici, là, c'est relativement rapide. Ok, parfait. Alors, j'ai quelques questions. Je suis désolée d'avance pour ceux qui ont posé des questions, mais niveau timing, nous avons 6 questions. Est-ce que vous pensez avoir le temps de répondre aux 6 questions? Oui, allez-y. Ok, très bien. Donc, la première question la plus votée, c'est: peut-on considérer que notre salaire en tant que jeune docteur doit être à peu près celui d'un ingénieur avec 3 ans d'expérience? Alors, je parlais ce matin à Déborah d'un article que j'avais lu hier qui était intéressant sur la deep tech. Alors, même si ce n'est pas précisément votre secteur, et je vous dis ce qu'il était dit. D'accord? C'est vraiment tout frais. Les compétences doctorales sont le regard nouveau, la créativité, l'imagination, cette capacité d'avoir une vision des possibles. Et on disait justement que ça n'avait rien à voir avec un ingénieur qui était beaucoup plus formaté, qui est plus… qui probablement peut apporter quelque chose à l'entreprise, mais de totalement différent. Moi, je dirais que vous allez regarder dans votre étude de prix, hein, bien évidemment,
que vous pouvez probablement aspirer à un peu plus, sachant que le potentiel derrière votre job n'est pas de faire fonctionner, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire d'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà, j'ai répondu. Alors après, tout ça, vous recadrerez en fonction de votre étude de marché, mais sensiblement, vous allez pouvoir apporter une ouverture et un potentiel un peu plus large que les ingénieurs. Deuxième question, Déborah? Donc, deuxième question, le salaire peut-il varier si on n'est pas de nationalité française? Alors là, franchement, le salaire, il est lié à des compétences, d'accord? On l'a vu, et à une expérience. Sauf si effectivement, vous me dites que vous ne parlez pas du tout le français et que vous êtes dans un labo où il n'y a que des Français, ou dans une entreprise ou une start-up, ou si vous êtes d'une nationalité, quelle qu'elle soit, et que vous parlez anglais et que la boîte, tout se fait en anglais, zéro souci. Le seul inconvénient, ça serait juste de dire je ne vais pas pouvoir bien m'intégrer parce que je ne parle pas la langue qui est dans cette entreprise. Mais sinon, raisonner salaire, compétences. Franchement, raisonner salaire, besoin de l'entreprise. La nationalité n'a rien à voir. Très bien. Donc, prochaine question. Technique de négociation concrètement. Attends, il y a eu de l'écho là. Je n'ai pas entendu à cause de l'écho. Alors, technique de négociation concrètement, que pensez-vous de la technique de l'amorce très haute? Je vais vous en parler tout à l'heure dans le déroulement de l'entretien. Ok, donc je passe directement à la question suivante. Pour un contrat CIFRE, j'ai accepté un salaire plus haut que les thésards, mais loin en dessous des ingénieurs de mon âge et avec mon expérience. Est-il trop tard pour moi? Si je suis embauché, j'ai un salaire plus aligné sur ceux des gens avec le même profil? C'est pareil, ça a coupé, je n'ai pas bien compris. Pour un contrat CIFRE, j'ai accepté un salaire plus haut que les thésards, mais loin en dessous des ingénieurs de mon âge et avec mon expérience. Est-il trop tard pour moi? Si je suis embauché, je peux encore exiger un salaire plus aligné sur ceux des gens avec le même profil? Ouais. Alors, il va falloir. Alors, on va peut-être aborder le sujet. Je ne sais pas exactement où vous en êtes dans votre négociation. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Alors, comment revenir dessus? C'est jamais facile. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, qu'il est tellement indispensable d'être prêt. Alors, je sais que vous l'avez peut-être découvert après, le salaire de ceux des ingénieurs en place dans cette entreprise, mais c'est vrai que c'est assez difficile de revenir derrière. Probablement que vous pourrez revenir à la fin de votre période d'essai, c'est-à-dire 4 fois renouvelable ou pas, une fois, ou peut-être à la première négociation salariale. Maintenant, ça dépend où vous en êtes. Si c'était juste une proposition ou si déjà, vous me direz où est-ce que vous en êtes dans cette acceptation. Parce que je l'ai eu pour beaucoup d'autres personnes qui reviennent vers moi en me disant j'ai parlé de mon salaire de l'année d'avant dans mon entreprise précédente, mais j'ai oublié d'y rajouter mon intéressement et participation. Vous avez vu que l'intéressement et participation, ça peut être 10, 15, 20% du salaire. Eux, ils s'étaient focalisés fixe et variable ou fixe. Et quand on leur demandait, c'est quelqu'un qui avait déjà de l'expérience, il n'a pas parlé de son package global. Comment je fais pour revenir? Bon, c'est quand même pas évident. Mais bon, on trouve les solutions. Je reviendrai tout à l'heure, on en reparlera de ce sujet-là. Voyez, je vais en parler, je vais l'aborder tout à l'heure aussi. Autre sujet, autre question. Déborah, on ne vous entend pas par contre. Là, c'est bon? Ouais. Alors, prochaine question. Le salaire est une chose, mais qu'en est-il des conditions de travail? J'ai vu une personne proche de mon profil accepter un salaire en dessous du marché
La fin de la question, je ne l'ai pas compris. Le salaire est une chose, mais qu'en est-il des conditions de travail? J'ai vu une personne proche de mon profil accepter un salaire en dessous du marché pour avoir des jours de télétravail. Je vous l'aborde tout à l'heure également. Donc, je passe Ouais. directement à la prochaine question. Hop là. Donc, lors de la négociation salariale, quel montant doit-on proposer initialement pour obtenir le salaire? Donc, ouais, en fait, Déborah, il y a toujours un petit souci de son. J'espère que vous ne l'avez pas pour moi. On va passer ça. Alors, déroulement de l'entretien, 100%, même si ça peut vous sembler basique, c'est quand même bien de le dire par moment, c'est quand même bien par moment de mettre les points sur les i. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Sachez, et j'ai essayé de vous le présenter, qu'on ne peut pas changer d'avis. Ce qui nous intéresse, quand on prend notre décision de prendre un candidat, c'est qu'on est persuadé qu'il a les compétences qui vont m'aider pour mieux faire et que l'entreprise réalise mieux sa mission ou se développe. Alors, le déroulé de l'entretien, deux petites questions. Je vais lancer le sondage. Alors, celui-ci, mettre fin. Ah bon, je l'avais… Alors, qui doit aborder? Je lance le sondage. Hein. Ah bon, celui-ci est fermé. Pardon. Je vais revenir. Le sondage. Alors, je suis, pardon, en sondage 3. Donc, voilà. Alors, qui doit aborder la question du salaire en entretien? Et peut-on mettre l'employeur en concurrence? Alors, 40, 60, grosso modo, 80 et 20. Je vous remercie de votre participation. Je vais mettre fin au vote. De toute façon, on va aborder le sujet. Alors, les résultats, sensiblement, je suis sur un 40-60, 40 le candidat, 60 le recruteur. Et ensuite, peut-on mettre, j'apprécie ces points, 80%, oui, on peut mettre, donc on va effectivement travailler sur ce sujet-là. Donc, j'arrête le troisième sondage et on va aborder le point. Quand et comment aborder le sujet? Donc là, ça répondait aussi un peu aux questions d'Adrien au début. Oui, Déborah? Oui, je voudrais juste intervenir. Est-ce que vous m'entendez? C'est oui, bon? Très bien. Alors, juste pour préciser qu'il reste à peu près 10 minutes pour l'atelier, donc il ne faudra pas trop qu'on tarde. Sans souci. Très bien. C'est maîtrisé. Ne vous inquiétez pas. Alors, quand et comment aborder le sujet? Alors, par rapport à ce que vous me disiez, c'est normalement le recruteur qui aborde le sujet. C'est une règle de jeu indispensable qui ne peut pas être dissociée du poste. Donc, c'est lui qui le fait. Mais par contre, quand il ne le fait pas, c'est vous qui allez aborder le sujet. Ça va vous permettre de montrer quoi? Un, que vous êtes proactif sur un sujet délicat et que vous avez déjà votre position. Deux, que vous êtes relativement aisé dans la négo. Dans votre poste, à ce niveau de responsabilité, vous aurez toujours à négocier. Pas parce que vous êtes commercial, négocier l'achat d'une machine, négocier vendre une idée, négocier du temps pour pouvoir prendre un peu plus de temps de faire un job. Il y aura toujours de la négo dans son boulot de cadre supérieur. Et ben en fait, on va montrer là que on sait prendre en main les sujets importants. Quand aborder la question? Premier entretien, trop tôt. On va vous dire, attendez, j'y suis pas. Deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas. Plus les sociétés sont grosses, plus vous avez des entretiens. Si vous êtes dans une start-up ou un petit truc, eh ben, sensiblement, au premier ou au deuxième, tout sera joué. Si vous êtes dans un grand groupe, Total ou je ne sais, vous pouvez aller jusqu'à 5-6 entretiens, peut-être plus même. Donc, à un moment donné, troisième, quatrième, vous allez dire, et c'est pour ça que je vous montre que je l'ai prévu, comment cerner le bon timing. C'est-à-dire, vous dites tout simplement, on n'a jamais parlé de salaire, ils ne le mettent pas sur le sujet, et vous vous dites, on en est où dans le processus de recrutement?
Avec qui? Est-ce que là, vous avez les éléments pour prendre vos décisions ou est-ce qu'il va y avoir d'autres entretiens? Avec qui ces autres entretiens vont se dérouler? Qui abordera le sujet de la rémunération? Une question en entonnoir, comme vous faites dans vos recherches. Comment aborder la demande? Facilement. Quelles sont les composantes de la rémunération déjà? Est-ce qu'il y a de l'intéressement et participation? Est-ce que c'est un fixe ou un fixe et un variable? Et ensuite, quelle rémunération proposez-vous puisqu'il n'en a pas parlé? Alors, comment généralement, et ça c'est important, et ça répond au jeune homme qui dit qu'il a accepté un poste, tactiquement, vous ne devez jamais faire la première proposition. Si on vous demande quelle est votre prétention, idéalement, vous devez essayer de leur renvoyer la question. Que proposez-vous? Dites-vous bien que quand on a choisi d'ouvrir un poste, forcément, on a un budget derrière. C'est impensable. Ça, c'est le mode de fonctionnement, c'est du B à bas. On ne peut pas ouvrir un poste si l'entreprise n'a pas derrière budgété son poste et qu'elle sait que cette somme, c'est un retour sur investissement par rapport à ce qu'elle en attend. Si vous vous lancez trop, même si vous avez fait une étude de marché, vous ne connaissez pas cette entreprise, il se peut que vous allez commencer trop bas et qu'on va dire sans souci, j'accepte. Et qu'après, vous découvrez autre chose et qu'on se dit comment je reviens derrière. Donc, on vous dit, voilà, moi, je dis n'importe quoi, votre offre, votre objectif, c'est 50-53, quels que soient les chiffres. Hein. Bon, vous dites dans votre tête, ils vont vous demander vos prétentions, vous allez dire, j'imagine que le poste est budgété, voilà, quelle est votre proposition? Ce n'est pas un sujet, vous connaissez mieux votre entreprise que moi. Et là, il va vous dire, 55. Vous n'avez pas besoin de faire de la négo, ça ne sert à rien. D'accord? Je vais répondre à tout à l'heure à une question aussi. Si il vous dit 50 et que vous étiez plutôt parti sur 50-54 ou 53, prenez la force juste là de donner votre objectif. Souvenez-vous de ce jeune qui disait « on m'a proposé 40, je ne veux pas négocier ». Je lui dis « va chercher ce qui est au marché ». Il est revenu 44, il a fait sa négo. On lui dit 40, donc c'était 40. Il dit moi, mon objectif, c'est 44. La société lui dit écoute, 44, ça me semble un peu difficile, mais OK pour 43. Il n'a pas fait de la négo, il a juste, fait son étude de marché, 2, osé à ce moment-là donner son objectif. Dites-vous bien que l'entreprise ne va pas rougir, mais alors ça ne lui pose pas de problème de vous dire vous êtes trop gourmand. Si par contre, et là je réponds à la question d'un jeune homme ou une jeune fille, je ne sais pas, cette idée de partir trop haut, si vous dites mon objectif il est de 60, que grosso modo votre étude elle était à 53, 55, 56, d'accord, et que vous dites 60, vous vous décrédibilisez. C'est-à-dire que 60, ils connaissent quand même les prix de marché. Hein. 60, on va vous dire, écoutez, si vous trouvez un poste à 60, allez-y. Nous, c'est jamais ce qu'on peut proposer. On ne pourra pas vous le proposer. Ça lui fait pas peur de vous le dire. Hein. Donc, n'allez pas trop haut. Soyez raisonnable par rapport à votre étude de marché. Si vous faites cette étude qui est de 55 et que vous sentez que vous avez des compétences et des performances et des publications et des résultats qui fait que par rapport à la moyenne, vous pouvez être au-dessus, dites 57 parce que j'ai fait ça et ça. Mais osez dire votre objectif. Eux n'auront pas de souci à vous dire que c'est trop haut. Et là, s'ils disent non, dites-moi, j'imagine que vous avez réfléchi à votre sujet, vous allez donner 50, je sais pas moi, 53, 55. Vous donnez une petite fourchette, sachant que sachez toujours que la limite inférieure, c'est l'objectif. Ensuite, vous allez expliquer. Tout à l'heure, j'ai dit, il y en a un qui pense qu'il est surperformant par rapport au marché. Le marché le mettrait à 55. Il va dire, moi, mon objectif, il est de 58 ou il est de 60, compte tenu de ce que j'ai pu apporter, compte tenu d'eux, et c'est maintenant que vous allez juste mettre en avant ce que vous valez. Souvenez-vous, cette question, est-ce que je vends ce que je veux ou ce que je vaux? Vous avez dit ce que je vaux. On a travaillé sur cette notion de compétence, sur cette notion de résultat. Dites-vous bien que la négo, ce n'est pas un truc marchand de tapis. 1, j'ose dire mon objectif. 2, je vais mettre en avant ce que je vaux.
Ben moi, mon atout différenciant, c'est que j'ai déjà travaillé à travers un financement CIFRE, j'ai déjà cette opérationnalité, je parle couramment anglais et nos partenaires sont anglais. Comment vous avez pris en compte le fait que, et que j'ai pu… Voilà, tout ça, c'était votre préparation. Est-ce qu'on peut mettre, vous avez très bien répondu à la question, est-ce qu'on peut mettre un employeur en concurrence? Oui. Si vous aviez eu des offres, si vous avez vu des offres à 60, si là vous êtes dans la négo 55-60, mais ce n'est pas le premier truc. Le premier truc, c'est vous et vos compétences. Le deuxième, ça va juste renforcer. Du reste, je suis actuellement en cours sur 2 offres où je suis plutôt sur une rémunération de 60. Et lui va vous dire, bah, 60, je suis désolée, je ne peux pas, mais peut-être que je peux faire un effort ou je vais en parler à mon directeur des RH et on va essayer de faire un effort. Vous voyez, il n'y a pas de… Voilà, vous n'aurez peut-être pas toujours une réponse immédiate. L'important, c'est que vous soyez clair sur le marché, votre objectif, vos compétences. Et c'est là qu'on en parle. Et la concurrence, elle se fait dans un deuxième temps. Le premier point, c'est tout ce que vous allez apporter à la boîte. Quoi négocier? Votre montant, on a dit 55-60 ou un fixe, mais j'imagine que vous n'avez pas des gros variables hein, compte tenu de vos postes, mais vous pouvez dire, lui dit, je suis coincé, je ne peux pas aller au-delà de 58. Franchement, sinon on est… Eh ben, on pourrait dire, est-ce qu'on peut définir quelques barèmes d'objectifs ou quelques missions ou des objectifs et que éventuellement, ça va pouvoir me permettre de me rapprocher de mon objectif de mon objectif de salaire, si j'atteins vos attentes. Ou on peut demander un avantage en nature, du style des chèques restaurants ou une aide en logement. Si vous cherchez un boulot et qu'il faut déménager, eh bien on peut dire, est-ce que vous pouvez prendre une part au déménagement? Ou une carte essence. Si vous avez un boulot, mais que c'est à 100 km de chez vous et qu'il y a si, est-ce que éventuellement une voiture, éventuellement une carte essence? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut demander une formation? Est-ce qu'on peut négocier, et c'était une question, c'est pour ça que je vous avais dit que j'y répondrai maintenant, des avantages non financiers? C'est-à-dire, oui, mais compte tenu que je travaille à 100 km ou que j'habite à ça et que je ne veux pas déménager, est-ce qu'on peut mettre ensemble aujourd'hui c'est à la mode, enfin c'est à la mode, excusez-moi l'expression, mais bon, aujourd'hui le télétravail est plus courant. Est-ce que je peux faire 2 jours de télétravail pour m'éviter ce temps de trajet? Et donc, c'est ce que vous me disiez, je suis aussi plus sur des conditions de travail que sur de la rémunération. Vous pouvez négocier des horaires flexibles, vous pouvez négocier des perspectives d'évolution. Je suis d'accord pour entrer en tant que, mais globalement, voilà, je voudrais où on peut négocier des clauses de mobilité ou des clauses d'exclusivité ou des clauses de non-concurrence, surtout vous qui êtes sur des secteurs qui sont un peu plus sensibles. Vous voyez, voilà, là, je vous ai mis la palette de tous les tiroirs que vous pouvez ouvrir ou pas. Donc, ce n'est pas que là-haut, effectivement. Mais vous pouvez aussi, et ça, c'est aussi pour répondre à la question du jeune homme qui avait accepté et puis qu'après qu'il a vu qu'il y en a qui ont plus, vous pouvez aussi négocier dans le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors, quels que soient les chiffres, hein, je mets, aujourd'hui, je suis d'accord pour partir à 34 de fixe, d'accord? Mais à la fin de la période d'essai, on passe à 37 et en année 1, on est à 38. Le premier pas, c'est moi qui le fais. D'accord? Je sais que je suis en dessous de mes objectifs, mais il faut que ça ne dure pas vitam aeternam. Souvenez-vous, ces fameux 5 ans et tout. Ou alors, tout simplement, sans faire un planning de montée progressive, vous pouvez remettre à niveau dès la fin de la période d'essai ou dès l'année 1. Ça peut être une question pour vous, jeune homme, en disant « j'ai accepté 38, aujourd'hui, compte tenu de et comment ça se passe, dès votre négo de l'année prochaine, vous allez pouvoir, ou alors, suivant comment vous êtes dans la négo, en disant « je voudrais qu'on puisse reparler de mon salaire l'année prochaine ». Parce que normalement, c'est quelqu'un qui a 1 an d'expérience dans la boîte, il ne va pas être prioritaire pour les augmentations salariales. Il y en a qui attendent depuis plus longtemps. Mais une fois qu'il a pris conscience de ce décalage, il peut effectivement demander à ouvrir une négo, soit immédiat, mais ce n'est pas toujours évident, parce que c'est quand même lui qui m'a donné son chiffre et qu'il a accepté, soit l'année prochaine.
Et là, pour négocier son salaire l'année prochaine, il mettra en avant à nouveau ses compétences et ce qui le différencie des thésards ou des ingénieurs. Savoir conclure, et comme ça je vais vous laisser la parole, mais je vous disais qu'on était dans les temps. Si la personne dit, ben non, je suis désolée, franchement, on adore votre profil, mais on ne peut pas vous payer aujourd'hui 58, on n'est pas en mesure, bien comprendre le pourquoi, comprendre quand est-ce qu'on pourra éventuellement réaborder le sujet, date de révision, promotion, et montrer que ce n'était pas juste un plaisir de faire de la négo salariale, ce n'était pas juste histoire de dire, mais que c'est quelque chose qui est important, vous y êtes accroché et il faudra qu'on en reparle. Et puis, vous acceptez d'y aller. Parce qu'effectivement, de notre côté, vous avez la mission, l'intérêt, il y a quand même beaucoup de choses aussi. Je termine en vous posant moi 2 questions et vous pourrez comme ça répondre dans le chat. Mais Déborah va nous poser des questions. Si vous deviez résumer en 2 mots tout ce que je vous ai dit en 3 quarts d'heure. Donc peut-être on a commencé à 1 quart, et ben en 1 heure. Et puis je vous laisse libre de vos questions. Je suis là pour répondre. Du coup, là, il reste 4 minutes grand maximum pour poser les questions, comme ça. Donc là, j'ai 5 questions ouvertes. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour qu'on puisse y répondre dans les temps. Donc là, il y a une personne qui a posé 2 questions. Quel montant doit-on proposer initialement pour obtenir le salaire que l'on veut? Et doit-on aborder la question de l'égalité salariale entre hommes et femmes au sein de l'entreprise avec qui on passe l'entretien? Premier point, non, on n'a pas à aborder le sujet homme-femme. Vous allez, vous, femme, si c'est une femme qui a posé la question, vous allez vous dire que vous raisonnez en apporteur de compétences. Il n'y a pas de dire, quelle est la différence entre un homme et une femme par rapport à un job, une expertise? On ne se pose pas la question. Vous faites nulle part dans les grilles, vous verrez un salaire homme ou un salaire femme. Ça, c'est quand on est en constat des écarts. Mais vous définissez votre prix de marché par rapport à votre métier et négociez. Alors, si jamais ensuite vous êtes aujourd'hui dans la société et que vous vous êtes aperçu qu'il y a un écart, ça, c'est un autre sujet. On peut aborder le sujet, mais pas à l'embauche à la base. À l'embauche à la base, vous êtes compétente. Peut-on accepter la fourchette basse si l'on arrive à négocier régulièrement tous les 6 mois? Oui, ça va être la contrepartie, Kylian. Vous dites, moi aujourd'hui, j'accepte les 50 KE. Par contre, il faut qu'on puisse en reparler. C'est en deçà de mon objectif, mais le projet m'intéresse énormément. Mais par contre, les conditions, et on peut le faire mettre dans le contrat. Je veux qu'on en reparle 6 mois après et l'année prochaine. Parce que, vous le savez, vous allez lui dire, je ne peux pas non plus commencer bas et que ça me pénalise sur les années à venir. Parce que dans votre prochain poste, on vous demandera le salaire actuel. Déborah, un autre point? Ensuite, quoi? Donc là, je vais essayer de poser la dernière question parce que là, on manque de temps. C'est est-ce qu'il faut citer le salaire comme une motivation? Non, 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 non. Le salaire, ce n'est pas une motivation. Mais par contre, oui, dans les faits, c'est une motivation. Je reviens à ce que je vous disais au début. C'est quand même ce qui nous fait vivre. On ne peut pas voilà, c'est pas juste. Voilà, il me permet de manger. Le salaire, c'est une reconnaissance. Le salaire, c'est des responsabilités, c'est des compétences. Donc vous êtes 100% motivé sur le projet de la société. Pourquoi les rejoindre? Parce que le projet vous motive, parce que les perspectives sont là, parce qu'il y a un potentiel énorme à ouvrir sur un marché, un truc, une nouveauté. Et derrière, le salaire, c'est la reconnaissance de vos compétences. Ce n'est pas la motivation comme ça à la base. Et par contre, il est clair que vos compétences doivent être reconnues à leur juste valeur. On ne pourra jamais vous dire achetez du sur-mesure auprès de ce que vous trouvez en mass market. C'est pareil pour vous. Ce n'est pas la même chose. Donc, s'il veut du sur-mesure, du potentiel, une ouverture vers l'infini avec des gens qui réfléchissent bien, il doit mettre le salaire derrière. Mais vous, la motivation, elle est sur lui ouvrir les portes à travers ce projet-là. Dernier point.
Donc là, on va terminer les questions, mais ce qui est ressorti beaucoup du chat, les deux points importants, c'est qu'il faut avoir confiance et il faut savoir oser. Donc, tout le monde a retenu à peu près. Ouais, d'accord. Alors moi, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Ce que je voulais dire dans ces deux lignes, c'est oser. Mais ensuite, mais préparez-vous, d'accord? Ça, c'est le truc. Pensez bien ce tableau, mes compétences avec la vision de l'entreprise, et ensuite vous vous lancez. Et rien que le fait, combien de fois je l'ai vécu, d'oser dire votre chiffre, eh ben, l'entreprise, elle va juste baisser un petit peu et ça passe. Ça s'appelle même pas de la négo. Ça s'appelle juste de la préparation. En tout cas, j'étais contente de passer cette heure avec vous. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite une bonne recherche de poste et une belle négociation. Merci à vous tous. Parfait. Alors, est-ce que j'ai le micro en montant? Donc, merci à tous. Je voulais remercier les participants pour cette session très, très bien animée. Et là, tout de suite, à midi, nous avons la prochaine session qui commence. Donc, c'est Parcours inspirant. Donc, c'est des témoignages qui peuvent être très intéressants. Donc, je vous conseille de le suivre. Ensuite, ce sera la pause déjeuner et on se retrouve pour cet atelier pour ceux qui le souhaitent ou les autres ateliers intéressants. Et puis, répondez aux questionnaires de satisfaction. C'est important pour nous, pour l'année prochaine, mais aussi pour savoir ceux qui veulent une attestation pour avoir des heures de formation ou des choses comme ça. Donc, au revoir Véronique, on se retrouve cet après-midi. Merci Déborah, bonne continuation, au revoir. Au revoir.